Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons dans les attaques de requins les plus brutales jamais enregistrées. De la dernière erreur du pêcheur au harpon en Californie à la collision en jet ski qui a transformé un paradis en frénésie alimentaire. Mais, d'abord, voyageons en Australie où Kara Jensen est allée surfer et est devenue le déjeuner d'un requin. C'était le 18 mars 2017, juste après le lever du soleil le long de la côte près de Byron Bay en Australie. L'eau était chaude, presque trop calme pour cette heure. Depuis le rivage, cela aurait pu sembler parfait pour les débutants. Des vagues douces, un vent léger et presque personne d'autre autour. Mais sous la surface, la visibilité ne dépassait pas 60 cm. Kara Jensen, 24 ans, était venue de Christchurch avec 3 amis de l'université pour une escapade à bas prix. Elle travaillait comme assistante marketing pour une agence de voyage. Le surf était devenu son exutoire, quelque chose qu'elle avait appris grâce à des tutoriels sur YouTube et de courtes leçons le week-end. Elle était impatiente de prouver qu'elle pouvait se débrouiller dans des eaux inconnues, mais elle était encore inexpérimentée. Elle avait convaincu le groupe d'essayer de surfer au lever du soleil avant l'arrivée de la foule, disant que ce serait paisible et cinématographique, quelque chose qui vaudrait la peine d'être retenu. Ses amis, 2 gars et une autre femme de ses années universitaires, n'étaient pas beaucoup mieux sur l'eau. Aucun n'a vérifié les conditions ou le fait que les plages le long de cette côte étaient bien connues pour l'activité matinale des requins près de la pointe. Ils ont loué des planches à un kiosque qui ne posait pas de questions et l'un d'eux avait emprunté un petit jet ski à un ami sur une plage voisine, disant « c'est pour plus de fun ». Kara était la plus concentrée du groupe, restant plus loin pour attraper les vagues les plus propres, tandis que les autres criaient et posaient pour des vidéos sur téléphone plus près du rivage. Au-delà d'eux, le Pacifique passait du bleu-gris à une teinte plus sombre. Le requin bronze, connu localement sous le nom de requin cuivre, préférait ces eaux côtières, surtout lorsque des bancs de mulets et de carangues se rassemblaient. Les adultes atteignaient souvent 9 pieds de long et pesaient plus de 400 livres. Ils étaient puissants mais pas indiscriminés, attaquant généralement seulement lorsqu'ils étaient surpris ou confondaient une proie par faible visibilité. Les amis de Kara, déjà en maillot de bain, ignorèrent le panneau rouge pâle à moitié enfoui dans le sable depuis la veille. Ils pagayaient en riant, l'un d'eux traînant le GoPro pour filmer le brouillard. Kara était la plus éloignée, positionnée au-dessus d'un chenal plus profond, une zone que les surfeurs plus expérimentés avaient tendance à éviter lorsque la lumière était faible. Quelques minutes plus tard, un de ses amis aperçut une nageoire dorsale à peine visible percer la surface près de la planche de Kara. Ils crièrent son nom mais n'étaient pas sûrs de ce qu'ils voyaient à travers la brume. Kara, regardant par-dessus son épaule, pensa que c'était un dauphin. Il y avait souvent des bancs à proximité et l'aileron lisse n'était pas inhabituel, mais ensuite, l'eau sous sa planche se mit à bouger latéralement. Un mouvement puissant qui frappa la planche de côté et déplaça son poids. Le requin frappa de flanc plutôt que directement par en dessous, heurtant la planche assez fort pour la projeter en arrière dans l'eau. La planche a basculé, le leash s'enroulant autour de sa cheville. Ses amis se sont figés. L'homme sur le jet ski tâtonnait avec l'accélérateur, criant aux autres de pagayer vers l'intérieur. Kara refit surface une fois en criant. La première morsure du requin déchira sa cuisse gauche. Elle essaya d'attraper la planche, mais le leash la maintenait sous l'eau. Le requin fit demi-tour, probablement attiré par le mouvement, et la frappa au milieu du corps. Les amis ont paniqué. L'un d'eux a démarré le jet ski et s'est immédiatement dirigé vers le rivage, laissant les autres. Les 2 autres ont suivi, pagayant frénétiquement vers la terre, criant à l'aide, bien qu'aucun sauveteur ne soit encore en service. Des témoins depuis le parking ont dit plus tard qu'ils avaient vu le groupe crier en atteignant les bas-fonds, abandonnant leurs planches. Au-delà de la vague, Kara était encore visible pendant quelques secondes, puis a disparu dans le brouillard. Lorsque les autorités ont finalement lancé un jet ski de sauvetage environ 4 minutes plus tard, guidé par les cris depuis le rivage, la traînée de sang s'était déjà élargie sur 50 yards. La première chose qu'il a vue était la planche flottante, son leash coupé. Kara a été trouvée face contre terre à environ 30 pieds, immobile. Elle avait subi une amputation traumatique sévère de la jambe gauche inférieure et des perforations profondes marquaient son torse et son épaule. Le requin l'avait probablement relâchée après le 2e coup, un schéma typique lorsque les grandes proies cessent de se débattre. Son pouls avait disparu avant que le sauveteur n'atteigne le rivage. Les experts médico-légaux ont ensuite confirmé qu'un requin cuivre d'environ 8 pieds était responsable de l'attaque. Le rayon de morsure correspondait à cette espèce, plus étroit qu'un grand requin blanc, plus écrasant que tranchant. Les dents du requin avaient laissé des arcs nets et superposés sur ses côtes et son dos. L'équipe de secours l'a enveloppée dans des serviettes et l'a placée dans un canot de sauvetage. Mais elle a été déclarée morte sur le sable quelques minutes plus tard. Les entretiens de police ont décrit ses amis comme hystériques, trempés et incohérents. L'un a admis qu'il a discuté pour savoir s'il fallait aider ou fuir quand il a vu l'aileron. Un autre a dit que le son du cri de Kara les a figés sur place. D'autres personnes les ont traités de lâches, bien que les enquêteurs aient reconnu que le requin tournait encore autour quand ils ont fui. Le conseil de Byron Bay a temporairement interdit le surf à l'aube pendant une semaine et a discrètement augmenté les patrouilles. Le corps de Kara a été rapatrié en Nouvelle-Zélande 3 jours plus tard. Ses parents ont demandé qu'aucune photo ne soit diffusée.
Pendant quelques jours, les journaux locaux ont débattu de savoir si ses amis auraient pu faire plus alors que les eaux de Byron Bay devenaient cramoisies. En Californie, un pêcheur à la lance découvrirait que l'odeur du sang frais dans l'eau est une invitation ouverte pour les requins bulldogs. C'était le 19 juillet 2016, un matin sans vent au large de la Ventana, en Basse-Californie du Sud. Un petit bateau se balançait lentement dans l'eau calme, 2 hommes à l'intérieur préparaient leur équipement de plongée. Ils ne savaient pas que les prédateurs suivaient le sang plus loin que prévu. Jeremias Ruiz, 31 ans, avait vécu toute sa vie près de l'eau. Il travaillait dans un magasin de plongée à La Paz, réparant des compresseurs, guidant des touristes et menant occasionnellement des sorties de pêche sous-marine pour les locaux. Il était confiant sous l'eau, mais dernièrement, il cherchait à faire de plus grosses prises. La saison touristique était lente ce mois-là et il voulait des images pour une vidéo promotionnelle afin d'attirer plus de clients vers leur entreprise de charter. Son ami, Gonzalo Torres, avait accepté de le filmer depuis le bateau et de le rejoindre pour la plongée plus profonde. Ils avaient empêché ensemble pendant des années et faisaient de confiance au rythme de l'autre, l'un descendant pendant que l'autre restait près de la surface pour surveiller le danger. Ils ont quitté le rivage avant le lever du soleil dans le bateau de pêche de Gonzalo, s'arrêtant près d'un plateau de récif à 3 km de la terre. L'eau là-bas descendait brusquement de 20 pieds à près de 80, et des bancs de carangues et de cérioles se rassemblaient parfois le long du bord. Jeremias avait choisi l'endroit pour cette raison. Il voulait un seul poisson fort pour la caméra, quelque chose qui montrait de l'habileté sans utiliser d'appât. Sous eux, le récif formait une crête étroite couverte de têtes de corail et de plaques de sable. La visibilité était d'environ 25 à 30 pieds. Les requins bulldogs en particulier étaient connus pour leur agressivité imprévisible et leur tolérance aux eaux peu profondes. Ils pouvaient dépasser 8 pieds et peser plus de 300 livres avec une force de morsure parmi les plus puissantes de tous les requins de leur taille. La plupart des rencontres se terminaient sans incident, mais les habitants savaient qu'ils réagissaient rapidement aux proies blessées. Jeremias a refait surface avec un gros carangue sur sa lance. Le manche était légèrement courbé par l'impact. Le poisson se débattait près de la surface, répandant du sang dans le courant. Jeremias a essayé de le maintenir stable pour éviter les éclaboussures, mais la blessure était profonde et le saignement constant. Gonzalo a suggéré de se déplacer à un autre endroit, mais Jeremias voulait encore une plongée pour un tir plus propre et de meilleures images. Alors qu'il rechargeait, aucun d'eux ne vit l'ombre qui avait commencé à tourner à 10 mètres en dessous. Il redescendit à environ 14 mètres, se dirigeant vers une tête de corail où un autre carangue avait filé plus tôt. D'en haut, Gonzalo suivait ses bulles d'air et regardait la ligne dériver paresseusement derrière lui. Puis, du coin de l'œil, il remarqua une forme se déplaçant rapidement. Une masse grise remontant des profondeurs, tête en bas, queue battant fort. C'était trop rapide pour un cri d'avertissement. Le requin frappa par en dessous et sur le côté, ses mâchoires se refermant sur la cuisse gauche de Jeremias. L'impact le plia en arrière, l'eau se teintant instantanément de rouge. Son fusil harpon dériva hors de portée tandis que le requin se tordait, le secouant une fois avant de le lâcher. Gonzalo le vit donner un coup de pied vers le haut, serrant sa jambe, mais le sang coulait en épais filets. Le requin bulldog fit un tour, puis revint. Gonzalo plongea depuis la surface, frappant l'animal avec la crosse de son fusil harpon au passage. Le museau du requin heurta la hanche de Jeremias, le percutant à nouveau avant de s'éloigner. Gonzalo enroula un bras autour de la poitrine de son ami et donna un coup de pied vers le haut. Jeremias était encore conscient, haletant à travers le tuba. Ils ont émergé à la surface à côté du bateau et Gonzalo l'a hissé en partie sur le côté, la jambe déchirée traînant dans l'eau. La blessure était massive, de profondes entailles bien à travers le muscle et l'os, la peau arrachée par la torsion de la morsure. L'eau à l'intérieur du bateau est devenue rouge alors qu'il essayait de serrer une ceinture au-dessus de la blessure, mais le saignement ne s'est jamais ralenti. Pendant près de 15 minutes, Gonzalo se dirigea vers le rivage d'une main, appuyant sur la blessure de l'autre. Jeremias oscillait entre conscience et inconscience, sa respiration était faible. Selon Gonzalo, à un demi-mile de la plage, Jeremias a complètement cessé de respirer. Il a essayé des compressions thoraciques, mais il n'y avait pas de pouls. Lorsqu'ils ont atteint la terre, des habitants des cabanes voisines ont aidé à transporter le corps jusqu'à un camion qui l'a emmené à la petite clinique de la Ventana. Le médecin qui l'a reçu a confirmé qu'il était déjà décédé en raison d'une perte de sang massive et de la destruction des tissus, compatible avec une seule morsure d'un grand requin, probablement un requin bulldog, étant donné l'arc des empreintes d'enterbe et les dommages écrasants au fémur. Son corps a ensuite été transféré à La Paz pour autopsie, où les conclusions correspondaient exactement au récit de Gonzalo. Les autorités ont noté que la ligne de son fusil harpon et sa caméra ne montraient aucun tir défensif, suggérant que la première attaque du requin était soudaine et décisive. Les pêcheurs de la région ont signalé un grand requin suivant des bancs d'appât près du récif cette même semaine. Certains ont blâmé le nombre croissant de pêcheurs sous-marins pour avoir conditionné les animaux à associer le bruit et le sang à la nourriture. D'autres ont dit que c'était simplement de la malchance, il n'y a pas eu de chasse aux requins. Les plongeurs locaux ont accepté de suspendre les sorties dans cette zone pendant plusieurs mois. Son magasin de plongée à La Paz a fermé pendant 2 semaines. Un service modeste a eu lieu près de la marina d'où ils étaient partis ce matin-là.
Même lorsque les eaux de Californie ont emporté un autre pêcheur à la lance à la Jola Cove, un stagiaire sauveteur apprendrait que les colonies de lions de mer sont l'endroit où les jeunes grands requins blancs pratiquent leur compétence la plus mortelle, la morsure d'investigation qui ne laisse aucune place aux secondes chances. C'était le 12 septembre 2013, une soirée tranquille à la Jola Cove en Californie du Sud. Un groupe de stagiaires sauveteurs se tenait sur la plage, leurs ombres s'étirant sur le sable alors que le soleil se couchait derrière les falaises. Cela devait être une nage de conditionnement de routine, un test d'endurance et de sang-froid. Ethan Caldwell, 22 ans, avait rejoint le programme de formation des sauveteurs de San Diego plus tôt cet été-là. Il était en forme, compétitif et désireux de faire ses preuves après avoir été écarté l'année précédente. Ancien nageur universitaire de Riverside, il était connu pour sa discipline et sa technique régulière, pas pour sa prise de risque. Il s'était porté volontaire pour des exercices supplémentaires, voulant montrer à ses instructeurs qu'il pouvait gérer les conditions en eau libre sans hésitation. La crique lui était familière. Il avait fait de la plongée avec tuba là-bas avec des amis d'innombrables fois, mais le défi de cette nuit était différent. Une nage en solo de 1200 yards à travers l'entrée de la crique au crépuscule, tandis qu'un partenaire suivait depuis un kayak. La décision de faire la nage aussi tardivement venait d'un mélange de planification et de fierté. Les instructeurs avaient raccourci les exercices de la journée après des problèmes d'équipement et Ethan avait insisté pour terminer la distance prévue de toute façon. Son partenaire de sécurité assigné, Jason Rios, s'était proposé de suivre à côté dans le kayak. La dernière lumière s'estompait déjà sur les falaises et la plupart des nageurs avaient quitté l'eau. Ethan s'est déshabillé jusqu'à son maillot rouge, a frotté le sable de ses mains et est entré dans l'eau. La mer autour de la Jola ce mois-là avait été particulièrement active. Les lions de mer s'étaient rassemblés en grand nombre le long du bord rocheux sud. Leur présence attirait souvent des prédateurs des eaux plus profondes, y compris de jeunes grands requins blancs qui suivaient la chaîne alimentaire vers le nord depuis Baja. Les juvéniles, entre 6 et 8 pieds, n'étaient pas rares le long de la côte, se nourrissant souvent de petits phoques et de poissons. Ils avaient tendance à chasser dans une faible lumière, attaquant par en dessous avec des morsures rapides et exploratoires. La plupart des rencontres se terminaient sans fatalité, mais lorsqu'ils prenaient une silhouette humaine pour une proie, les dégâts pouvaient être catastrophiques. Ethan a commencé fort, gardant son rythme régulier alors qu'il atteignait le milieu de la crique. Depuis le rivage, les autres stagiaires observaient le léger sillage de ses mouvements sous la lumière tamisée. Jason suivait à environ 30 mètres derrière, le kayak fendant la surface par de courtes glissades. À ce moment-là, plusieurs otaries ont été vues sautant près des rochers extérieurs, des mouvements erratiques qui signifiaient généralement qu'un prédateur était à proximité. Un plongeur local avait même mentionné plus tôt cette semaine avoir aperçu un jeune requin blanc se nourrissant d'une carcasse juste au large. Les instructeurs savaient, mais l'information n'avait pas été transmise aux stagiaires. Pour la plupart, nager au crépuscule près de la colonie semblait routinier. Vers 19h28, Jason vit Ethan s'arrêter en plein mouvement. Le nageur leva la tête, scrutant la surface comme s'il était désorienté. Un instant plus tard, il a recommencé à donner des coups de pied vers l'avant, mais ensuite son corps a brusquement sursauté et l'eau a éclaté autour de lui. L'éclaboussure était violente, trop soudaine pour être comprise. Jason pagayait vigoureusement vers la perturbation, entendant un son étouffé et voyant le bras d'Ethan percer la surface une fois avant de disparaître complètement. Lorsqu'il atteignit l'endroit, les seuls signes étaient des bulles, de l'écume agitée et une légère traînée s'étendant vers l'extérieur. Il tournait frénétiquement, appelant l'équipe à terre pour du renfort. L'ensemble de l'événement avait duré moins de 10 secondes. D'après ce que les enquêteurs marins ont déterminé plus tard, le requin avait attaqué par en dessous et légèrement par derrière, ciblant le mouvement des jambes d'Ethan qui battaient. La morsure l'a attrapé haut sur la cuisse gauche, sectionnant l'artère fémorale et écrasant l'os. D'après le rayon de la morsure, le requin était estimé à 7 pieds. Probablement un jeune requin blanc agissant par instinct plutôt que par agressivité. Le choc soudain et la perte de sang auraient rendu Ethan inconscient en quelques instants. Le requin l'a relâché immédiatement après l'attaque, un comportement courant lorsqu'il réalise que la proie n'est pas sa cible habituelle. Jason est resté sur le site jusqu'à l'arrivée de l'équipe de sécurité en jet ski quelques minutes plus tard. Ils ont traîné une ligne lestée dans l'eau, trouvant des fragments de la palme déchirée et une sangle de lunettes. La nappe s'est étendue davantage vers la ligne de Varech alors que le courant se déplaçait vers le nord. Les bateaux de sauvetage ont cherché toute la nuit en utilisant des lumières et un sonar, mais la visibilité était mauvaise. Au lever du soleil, un hélicoptère de la garde côtière a repéré le corps dérivant à moins d'un demi-mile de la crique, face contre terre, avec la jambe gauche manquante en dessous de la hanche, mais autrement intacte. L'équipe de récupération l'a ramené à terre à la station de sauveteurs. L'autopsie a confirmé une exsanguination due à une seule morsure catastrophique. Il n'y avait pas de blessure défensive ni de lacération supplémentaire, ce qui soutient la théorie d'une frappe exploratoire plutôt que d'une attaque prolongée. Les marges des tissus montraient une force de broyage cohérente avec les dents coniques d'un grand blanc. Sa ceinture d'entraînement et son équipement ont été conservés comme preuve, bien qu'aucun autre requin n'ait été suivi dans la région. Les autorités locales ont temporairement fermé la crique,
émettant des avertissements concernant la baignade au crépuscule et la proximité des colonies de lions de mer. Le département des sauveteurs de San Diego a suspendu les exercices en eau libre pendant plusieurs semaines, révisant les protocoles de sécurité pour les entraînements en solo. Jason, bien que non blessé, a été traité pour choc et mis en congé. Pourtant, même lorsque le corps d'Ethan a été récupéré de la Jolla Cove dans les Florida Keys, une instructrice de plongée a été séparée de son groupe par de forts courants et emportée dans l'océan ouvert, où un prédateur considère tout ce qui dérive comme une proie potentielle. C'était le 27 mai 2018, un matin calme au large des Florida Keys. Des bateaux de location dérivaient paresseusement au-dessus de la ligne de récif. La visibilité était parfaite, les courants doux et rien dans l'eau ne semblait vaguement menaçant. Rachel Donner vérifia une dernière fois les manomètres de ses élèves avant de descendre dans le bleu. Rachel, 34 ans, enseignait la plongée à plein temps depuis près d'une décennie, partageant ses semaines entre guider des touristes à travers les jardins de corail et former des plongeurs de sauvetage près de Miami. Elle était fière d'être prévisible sous l'eau. Ce week-end-là, elle a été engagée par une compagnie de charter d'Islamorada pour guider un groupe de 6 plongeurs avancés lors d'une plongée dérivante à Alligator Reef. La plongée basée sur le courant signifiait qu'ils dériveraient avec le flux, tandis que le bateau de surface suivait leur bouée depuis le dessus, les récupérant lorsqu'ils faisaient en surface. Rachel avait fait des centaines de plongées similaires. Sa motivation pour prendre ce quart supplémentaire était simple. Elle voulait économiser pour un nouvel ordinateur de plongée et un voyage au Belize plus tard cet été. Le groupe avait été fiable, un mélange d'amateurs et d'un couple de locaux expérimentés. Le plan était simple, descendre le long de la ligne d'amarrage, rester ensemble, déployer une bouée de marquage de surface et se laisser porter par le courant vers l'est à travers le récif. À 10h du matin, ils flottaient à 60 pieds sous la surface, palmant calmement à travers l'eau bleu clair. Rachel vérifia sa profondeur, fit signe à ses plongeurs d'ajuster l'espacement et scruta le corail à la recherche de barracudas et de requins nourrices. Rien ne semblait anormal. Les requins océaniques, à pointe blanche, sont connus pour leur audace et leur curiosité lente et circulaire envers les objets flottants. Ils peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres de long et peuvent apparaître soudainement loin du rivage, attirés par l'odeur ou les éclats de lumière réfléchis. Ils sont opportunistes, difficiles à effrayer et connus pour s'approcher des plongeurs à la surface, surtout lorsqu'un plongeur est seul et à la dérive. Juste après 10h40 du matin, Rachel et son groupe ont commencé à remonter de leur arrêt de sécurité. Le courant s'était renforcé depuis la descente, les séparant plus rapidement que prévu. Un plongeur a perdu de vue la ligne de bouée du groupe et a fait surface tôt, provoquant une brève agitation alors que d'autres tentaient de suivre. Rachel a fait surface en dernier, déployant sa propre bouée orange vif pour marquer sa position. Le matelot du charter l'a repéré immédiatement à environ 100 yards de la proue. Mais en quelques minutes, un tourbillon soudain a tiré son marqueur plus à l'est, hors de l'alignement avec le groupe. Sa radio est restée attachée à elle, mais elle n'a pas signalé de détresse. Les écarts de dérive standard se produisaient souvent. Au moment où le bateau de poursuite se dirigea vers elle, elle avait dérivé au-delà du bord du récif dans des eaux profondes et ouvertes au-dessus du plateau continental où le fond s'éloignait et la couleur de la mer passait à un bleu plus sombre. Des témoins ont dit que son marqueur flottait encore clairement dans l'eau, bien qu'elle paraisse plus petite à chaque minute qui passait. Le bateau principal de plongée était encore en train de récupérer les autres. Rachel a probablement réalisé qu'elle avait dérivé plus loin que prévu, mais avec suffisamment d'air et une surface calme, elle s'attendait probablement à être récupérée bientôt. La GoPro accrochée à son gilet fonctionnait par intermittence depuis la remontée, capturant de courts clips de sa dérive et de son environnement. Les images récupérées plus tard la montraient en train de regarder autour d'elle, d'ajuster sa ligne de flottaison et de vérifier sa montre. Vers 11h05 du matin, les images de sa caméra sont devenues erratiques. Le cadre montrait la surface vue d'en dessous, filtrée par une lumière vert pâle, puis un changement soudain alors qu'elle se tournait vers un mouvement. Une nageoire pâle et arrondie est entrée par le coin, à pointe blanche, large, se déplaçant délibérément. Les requins longimanes étaient connus pour tourner autour des nageurs avant d'approcher. Le requin est passé une fois, sa nageoire dorsale scintillant en frôlant la ligne de la bouée. Rachel a donné un léger coup de pied pour se tourner, tenant la caméra stable. Puis, il a surgi de dessous, frappant son côté avec suffisamment de force pour la faire tourner. La caméra a chuté, capturant brièvement des bulles, des bras agités et un nuage de limon avant de s'éteindre. Les enquêteurs ont reconstitué l'attaque à partir des images de la caméra et des blessures. Le requin avait d'abord mordu son bras droit et son épaule, l'attirant sur le côté. La force a brisé son poignet et déchiré la combinaison, elle a probablement essayé de le repousser. Les lacérations défensives sur ses avant-bras correspondaient à ce mouvement. Quand le requin a de nouveau tourné autour, elle saignait abondamment, attirant un regain d'intérêt. Les plongeurs témoins du bateau principal, maintenant en approche, ont vu des éclaboussures lointaines et une traînée rouge se répandre rapidement. Le deuxième coup était plus bas, une morsure profonde au torse qui a déchiré ses côtes et son abdomen. Les requins longimanes se nourrissent en déchirant, secouant leur tête d'un côté à l'autre. Le mouvement laissait des blessures larges et dentelées, le sang se répandait à la surface, teintant sa ligne de flottaison en rouge foncé. Elle serait restée consciente moins d'1 minute avant que le choc hypovolémique ne s'installe.
Au moment où le bateau de poursuite a atteint son marqueur, ses palmes flottaient à proximité, une sangle cassée et l'autre dérivant librement. Son corps a été récupéré 20 minutes plus tard, avec des sections de tissu manquantes sur les 2 bras et un côté du torse. Le coroner a confirmé qu'elle était vivante lors des 2 premières attaques. La cause du décès était une exsanguination aggravée par la noyade. Son ordinateur de plongée argenté était toujours attaché à son poignet gauche, son boîtier, réfléchissant rayé et cabossé. Les autorités ont ensuite déterminé que plusieurs navires de pêche à la palangre avaient opéré à 30 miles au large cette semaine-là, rejetant des prises accessoires qui ont attiré les requins longimanes océaniques plus près de la côte. La société de plongée a temporairement suspendu ses opérations dans la région. Les funérailles de Rachel ont eu lieu à Miami avec environ 50 participants, principalement des professionnels de la plongée et des élèves réguliers. Dans les forums de plongée, la discussion fut brève, une reconnaissance que même les instructeurs les plus prudents pouvaient être défaits par l'isolement et le timing. Alors que Rachel était tirée du courant dérivant au large des Keys de Floride, à Oahu, 2 conducteurs de jet ski allaient entrer en collision et renverser de l'appât pour poissons, créant la tempête parfaite de sang et d'odeur, une cloche à dîner qui appelle le prédateur le plus notoire d'Hawaï. C'était le 17 juin 2014, un matin clair et sans vent au large de la côte sud d'Oahu. La surface du lagon Kihei était presque immobile comme un miroir. C'était le genre de journée faite pour des balades rapides et des décisions faciles, le genre qui ne donnait aucun avertissement de ce qui viendrait plus tard. Lina Cabral, 29 ans, était hygiéniste dentaire de Kapolei qui avait récemment pris le jet ski comme passe-temps du week-end. Elle aimait l'accélération, la sensation de couper à travers l'eau libre après des heures passées dans une clinique. Elle avait suivi des cours de sécurité, respecté les règles quand elle était surveillée et les avait ignorées quand la baie semblait vide. Ce matin-là, elle a rejoint son collègue et ami, Ryan Duhanmu, 33 ans, un technicien en logistique d'entrepôt qui passait son temps libre à la pêche sous-marine. Ryan avait apporté un petit seau d'appât restant d'une sortie de pêche plus tôt dans la semaine, avec l'intention d'utiliser les restes plus tard pour attirer de petits poissons de récif plus près pour des photos sous-marines pendant qu'il se reposait près des bouées. L'ancien appât était décongelé et huileux, quelque chose qu'il a admis ne pas vouloir gaspiller. Ils ont quitté le Kihei Marine Center peu après 9h du matin, naviguant côte à côte vers les bouées qui marquaient la limite extérieure du lagon. L'eau était chaude, la visibilité élevée et le récif en dessous visible en bande de vert pâle. Les 2 machines étaient des modèles Yamaha VX de milieu de gamme, capables de dépasser 50 miles par heure. Lina roulait légèrement derrière Ryan, gardant ses distances, alors qu'ils effectuaient de larges virages près des balises. Kihei Lagoon se trouve près de canaux profonds qui se jettent dans le Pacifique, où de grands prédateurs entrent parfois pendant les heures de repas. Le requin-tigre est le plus commun des grands requins côtiers d'Hawaï, atteignant jusqu'à 14 pieds et connu pour son alimentation opportuniste. Ils sont attirés par les traces olfactives de sang, de restes de poissons et même par les nappes de carburant qui imitent les tissus en décomposition. Bien que les attaques non provoquées soient rares, plusieurs incidents se sont produits cette décennie, presque tous liés à des appâts jetés ou au nettoyage de poissons près du rivage. Vers 9h40 du matin, les 2 cavaliers ont commencé à accélérer vers la ligne de bouées extérieures, échangeant leur position dans des sprints ludiques. Le seau d'appât de Ryan traînait à plusieurs mètres derrière, heurtant la surface et répandant des morceaux de chair de poisson en décomposition dans le sillage. Un couple pêchant depuis une barque à environ 200 yards de distance remarqua la nappe se former et cria des avertissements, gesticulant pour qu'ils laissent de tomber. Ils n'entendirent pas. Quelques instants plus tard, Ryan vira à droite pour revenir vers la marina tandis que Lina s'orienta à gauche, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Leurs jet-skis se percutèrent de front à une vitesse estimée de 30 miles par heure. L'impact a brisé la colonne de direction de l'engin de Lina et a éjecté les 2 conducteurs dans l'eau. Des témoins sur la rive ont vu un jet ski tourner en rond tandis que l'autre commençait à couler. Ryan a refait surface le premier, criant pour Lina. Il avait une entaille le long des côtes et nageait à côté d'un coussin de siège flottant. Lina était à 50 pieds, luttant pour rester à flot. L'accident avait probablement fracturé sa jambe, l'eau autour d'elle était teintée de rouge. Plusieurs personnes sur le quai ont commencé à appeler les services d'urgence, bien que la zone soit à près d'un demi-mile du rivage. En 3 minutes, une forme sombre est apparue sous les jet-skis cassés. Un grand requin-tigre a été attiré par le mélange d'huile de poisson, de sang et de carburant qui fuyait. Un homme de la marina, utilisant des jumelles, a décrit plus tard avoir vu l'aileron dorsal trancher la surface, lent et délibéré. Ryan a essayé de pagayer vers Lina, poussant des débris devant lui. Il a réussi à attraper son épaule une fois avant qu'elle ne soit tirée sous l'eau. Le requin avait frappé par en dessous, refermant ses mâchoires autour de sa jambe blessée. Elle refit surface brièvement, se tordant avant que l'eau ne devienne rouge. Le requin fit un autre tour, puis se jeta sur le jet-ski renversé. Ryan monta sur l'embarcation endommagée, le sang coulant de son côté où la collision avait rouvert sa blessure. Des témoins l'ont entendu crier puis perdre l'équilibre alors que le jet-ski penchait. Le requin revint une 3e fois, mordant la corde de remorquage arrière toujours attachée au seau d'appât à la dérive et se débattant jusqu'à ce qu'elle se détache. La force projeta Ryan à nouveau dans l'eau.
Les bateaux de sauvetage de la garde côtière sont arrivés environ 12 minutes après le premier appel d'urgence. Ils ont trouvé des fragments des 2 jet-skis, une nappe d'huile et des objets personnels flottants. La sandale de Lina, la pochette étanche de Ryan, l'eau était trouble à cause du carburant et du sang. La visibilité était inférieure à 1 mètre. Les plongeurs ont aperçu un grand requin-tigre tournant en dessous à environ 20 mètres de distance avant qu'il ne disparaisse dans des eaux plus profondes. Ils ont localisé le corps de Ryan d'abord près de l'entrée du chenal. Ses blessures étaient compatibles avec un traumatisme contondant dû à la collision et une seule morsure au torse, déterminée comme post-mortem en raison de l'absence d'hémorragie. Les restes de Lina ont été retrouvés le lendemain après-midi à un demi-mile au large. L'autopsie a confirmé qu'elle avait subi une perte de sang massive due à la blessure initiale à la jambe avant l'attaque, suivie d'un traumatisme important compatible avec une prédation. Sa combinaison de plongée était déchirée sous la cuisse et des traces de tissu de poisson ont été trouvées incrustées dans le néoprène. Les équipes de récupération ont noté que son gilet de flottaison personnelle était intact mais non attaché. La cause du décès de Ryan a été déterminée comme une noyade secondaire à une blessure. Le lagon a été fermé pendant 3 jours pour des tests de qualité de l'eau et une surveillance des prédateurs. Les responsables ont déterminé que le saut d'appât était l'attractif principal, aggravé par la fuite de carburant des skis endommagés. Les autorités de l'État ont publié une brève déclaration avertissant contre le transport ou le rejet d'appât dans les zones de loisirs. La société de location a reçu une suspension temporaire en attendant l'examen de sécurité. 2 semaines plus tard, Key High Lagoon avait repris son activité normale. La bouée où la collision s'est produite a été repeinte et réancrée, les marques sur son côté étant encore légèrement visibles. Pendant un certain temps, les instructeurs de la marina ont utilisé l'incident dans les briefings de sécurité pour les locataires. Un exemple de la façon dont 2 erreurs ordinaires pouvaient s'aligner au pire moment possible. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé ces histoires, cliquez ici.